J'appelle tout de suite pour parler de laboratoires, de start-up innovantes, d'hôpitaux malades, de soignants et de questions plus généralement de santé. J'appelle Guillemette Picard, Guillaume Leroy et Yann Fleureau. Bonjour, enchanté. Mettez-vous là. Voilà, petit tour de chaise musicale. Bon. Merci beaucoup. On va donc continuer avec un lien assez évident qui a été fait sur la thématique de cette séquence. Donc peut-être Guillemette Picard, vous pilotez chez Alliance France une direction récente consacrée à des activités de big data et d'intelligence artificielle. Est-ce que je ne sais pas si techniquement on peut remettre le dessin précédent? Vous l'avez vu. Bon, est-ce qu'on va... Enfin, expliquons d'abord le sens de la création de cette entité, et est-ce qu'on va arriver à ce type de comportement? C'est-à-dire que la data permet ensuite d'influencer très clairement sur le comportement du malade ou de l'assuré. C'est très difficile de commencer par ça. J'entends. Commencer par cette question qui, à mon avis, répond à des énormes inquiétudes. Gardons-la de côté, si vous voulez. Commençons par une question. D'accord. Je comprends bien le point. Non, la direction Big Data et Intelligence Artificielle n'a pas été créée pour ça. L'assurance Alliance, une partie c'est la santé, mais il y a beaucoup d'autres parties. Et dans l'ensemble de ces nouvelles technologies IA et Big Data, il y a un impact clair sur l'assurance, et sur l'assurance santé en particulier, qui ne peut pas se résoudre à ce qui est écrit là, et qui n'est pas le moteur de ce qu'on a poussé en créant cette direction. On a quand même tout à l'heure parlé de réglementation. Les réglementations existantes aujourd'hui, du point de vue de la donnée, même pas de la donnée médicale, du point de vue de la donnée comportementale, l'utilisation de ces données, en particulier à partir de mai 2018, est extrêmement réglementée, et sans aller jusqu'à la donnée médicale, vous ne pouvez même pas faire ce qui est écrit sur le tableau là, puisqu'il faut utiliser la donnée avec une finalité légitime pour laquelle votre client ou patient ou assuré a consenti. Donc, simplement dans l'usage de la donnée, on ne peut pas faire ça. Et après, dans le code de l'assurance, et en particulier de l'assurance santé, vous avez également un corpus de réglementation qui vous empêche de faire ça. Et enfin, mon troisième point, c'est la mutualisation. Elle est nécessaire pour que l'assurance existe. Donc l'assureur, il n'a pas intérêt à la démutualisation parce que son métier, il est fini. Donc ensuite, à nous de trouver comment on fonctionne, de façon éthique, 2, évidemment, de façon réglementaire, et 3, pour servir mieux nos assurés. Alors, Guillaume Leroy, si on regarde à peu près, en termes économiques, le chiffre d'affaires de ce secteur de la santé lié à l'intelligence artificielle, ça pourrait être 6 milliards d'euros contre 600 millions en 2014. Bon, vous êtes positionné sur ce marché. Comment vous vous positionnez? Quelle est votre approche? Et quelle est votre stratégie? Bon, alors Sanofi est une société qui compte sur 25 000 collaborateurs en France, c'est-à-dire qu'une personne sur 4 qui travaille dans le médicament sur le territoire français travaille chez Sanofi. Puis à chaque fois qu'une personne travaille chez Sanofi, il y en a 2 autres qui travaillent ou chez nos partenaires ou nos fournisseurs. Et donc les 15 000 entreprises que l'on fait travailler sur le territoire français. L'innovation, c'est au cœur de notre raison d'être. La raison d'être de Sanofi, c'est de développer, trouver des nouvelles solutions disruptives pour mieux prendre en charge la santé des patients français dans le monde. Et 45% de nos efforts de recherche et développement sur le plan mondial sont exercés sur le territoire français. Donc c'est évidemment le fruit de l'histoire de la société, mais c'est aussi le fruit de notre volonté de travailler dans l'innovation sur le territoire français. Et c'est aussi le résultat d'un écosystème qui est extrêmement favorable en France, puisque notre écosystème compte parmi les plus grands centres de recherche fondamentale au monde. Selon un classement fait par un journal américain, 3 des 10 premiers mondiaux sont français, CEA, CNRS et INSERM, et on a l'Institut Pasteur qui arrive en 16e ou 17e position.
On a un réseau hospitalo-universitaire de très grande qualité. On a 22 000 pharmacies sur le territoire français qui reçoivent chaque jour 3 millions de Français qui viennent chercher une solution de santé. Et on verra ce que veut dire solution de santé. Donc on a évidemment pour Sanofi un énorme intérêt pour ces nouvelles solutions de recherche, ces nouvelles solutions technologiques au service de la recherche, bien sûr, mais aussi au service des patients et surtout, et en plus, au service de notre système de santé. Donc oui, on est profondément engagé dans l'innovation et l'intelligence artificielle peut contribuer à cette innovation. Alors, une des solutions de santé, vous avez parlé, on va passer la parole à votre voisin, Yann Fleureau. En mars 2014, Cardiologues a été un des lauréats du concours mondial d'innovation 2030, lancé par le gouvernement français. Parlez un peu de votre technologie et après on verra comment elle s'interface dans un écosystème duquel on va parler. Très bien. Donc le sujet de Cardiologues, c'est de développer des technologies d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision clinique en cardiologie. Donc en pratique, aujourd'hui le focus de Cardiologues depuis 3 ans, c'est de résoudre, en tout cas de contribuer à résoudre le point de départ de beaucoup de parcours patients en cardiologie, c'est le diagnostic sur l'ECG, qui est l'examen qui mesure l'activité électrique du cœur, on appelle l'électrocardiogramme. Et si vous voulez, qu'il y a un examen qui est très simple à enregistrer, qui nécessite peu de compétences pour l'enregistrement. On peut même maintenant envoyer par la poste des patchs aux patients. Maintenant, on fabrique même en France des t-shirts avec des capteurs ECG embarqués. Le seul problème, c'est la lecture et l'analyse de ces données. C'est que les technologies automatiques ne sont pas suffisamment fiables. En fait, elles lancent beaucoup de fausses alertes. Donc quand vous le faites à grande échelle, ça coûte très cher de le revoir, ou ça coûte même très cher en examen complémentaire pour justement à cause du faux positif. Les médecins qui ne sont pas cardiologues n'ont pas forcément les compétences pour avoir une analyse qui est très précise de l'ECG. Même parfois, c'est un peu angoissant pour eux parce que ça leur pose un problème de responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Et les médecins qui sont cardiologues et qui ont la compétence n'ont pas forcément le temps, déjà aujourd'hui, de faire tous les ECG qu'il faudrait faire, et donc encore moins demain, d'en faire 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, si on imagine du dépistage massif de troubles cardiovasculaires. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on a commencé. On a commencé par construire une base de données d'un peu plus d'un demi-million de cas. On a justement l'ECG et le diagnostic de l'expert. On a entraîné ce qu'on appelle un modèle de deep learning qui est l'état de l'art en machine learning. C'est des modèles qui apprennent, on va dire, sans aucun a priori ni par l'humain. C'est uniquement du self-learning à partir d'observation. On a démontré que cette technologie était largement supérieure à toutes les technologies qui ont été développées depuis 5 décennies sur l'analyse de l'ECG, puisqu'on essaie de résoudre ce problème depuis que l'informatique existe. On a montré, donc on a fait ces publications, on a reçu le marquage CE médical il y a 1 an, on a été la première société au monde à avoir le droit de commercialiser une intelligence artificielle pour de l'aide à la décision clinique dans le monde. Toute industrie confondue, dans la santé, mais toute verticale confondue. Et on a reçu l'homologation de la FDA aux États-Unis il y a 3 mois. Ouais, on est devenu la 2e société à avoir cette autorisation aux États-Unis après une start-up californienne. Donc aujourd'hui, c'est avec le même logiciel, la même approche, ou il y a eu des évolutions liées au marché américain, soit réglementaire, soit de pratique? Il y a une différence. En France, aujourd'hui, notre intelligence artificielle, alors notre technologie, globalement, c'est détecter, quand on a suffisamment de capteurs, une centaine d'anomalies différentes de l'activité cardiovasculaire qui sont disponibles aujourd'hui en Europe. On a des médecins généralistes en France qui nous utilisent. Pas plus tard que la semaine dernière, on a aidé un médecin généraliste à Aurillac à détecter une maladie relativement rare cardiaque qu'on appelle le Wolff-Parkinson-White, syndrome de préexcitation ventriculaire, qui touche 1 à 3 patients pour 1000. Et donc le généraliste faisait un examen de routine pour un certificat médical à une patiente de 59 ans qui voulait préparer un marathon. Et il a fait l'ECG, l'a trouvé normal et a utilisé Cardiologues puisqu'il est en pilote aujourd'hui avec nous. Et on lui a trouvé le Wolff-Parkinson-White, ce qui globalement a évité à cette femme un arrêt cardiaque assez probable avant le 42e kilomètre. Donc ça, c'est une application très concrète aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui aide à sauver des vies. On le fait déjà dans la vraie vie. Aux États-Unis. Donc là, c'est juste l'analyse des données. Parce que le médecin n'a pas pu voir, lui, à l'œil nu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une variation de l'ECG qui est très subtile, qui ne déforme pas en fait beaucoup l'ECG. C'est très très light. D'accord. D'accord. C'est juste la lecture, l'analyse des données. C'est pas une donnée nouvelle. Oui, c'est ça. Alors, on travaille aussi évidemment pour essayer d'entraîner l'intelligence artificielle
voir des choses Bien que sûr. l'humain ne sait pas trouver, que même les meilleurs experts ne savent pas trouver. Généralement, on dit qu'il y a différents niveaux. Vous avez le niveau, on va dire, du médecin standard, vous avez le niveau de l'expert, vous avez le niveau du consensus de l'expert, et vous avez le niveau surhumain. Nous, c'est comme ça qu'on classe les différents niveaux pour l'intelligence artificielle, et on essaye, sur chacune des maladies, de savoir où est-ce qu'on se situe, voire d'apporter l'intelligence artificielle à un niveau surhumain sur certaines questions cliniques. C'est ce qu'on fait dans nos activités de recherche. D'accord. Je vous ai coupé avec ma question États-Unis et France. C'est pour Oui, ça. et aux États-Unis, en fait, on a réduit le scope des anomalies qu'on détecte. On fait que de l'arythmie, donc de l'activité irrégulière du cœur, des problèmes d'automatisme, pour des raisons réglementaires. Effectivement, on ne fait pas de l'infarctus encore aux États-Unis. D'accord. Alors, peut-être voir maintenant qu'on a posé un peu les bases de chacun fait et comment chacun voit le développement de son activité. Plus globalement, pour vous, Guillaume Leroy, comment l'arrivée de l'IA va finalement transformer, de quelle façon, notre système de santé, c'est-à-dire, question pour vous, hein, qui va être à peu près la même, le système de santé, c'est-à-dire le jeu des acteurs, entre tous les acteurs, clients, patients, système de santé, mutuelle, assurance, médecins, etc. En quoi ça va redistribuer les cartes? Comment ça va se réorganiser? Alors, je crois que le premier bénéfice essentiel attendu, c'est d'abord de faire mieux ce que l'on fait déjà. Ce qu'on vient d'expliquer là, par exemple, typiquement. Et donc, là, pour moi, il y a 3 grands domaines. Hein. Il y a la recherche scientifique et le fait d'avoir des outils, des solutions comme celle qui vient d'être présentée, va nous permettre de faire de la recherche de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus rapide, et donc on devrait être capable de développer plus rapidement. Et pour une société qui investit 2,4 milliards d'euros par an sur le territoire français, rien qu'en recherche et développement, hein, c'est-à-dire 20% de plus que notre chiffre d'affaires, la vitesse, le temps est évidemment extrêmement important, et surtout quand on traite ou on veut traiter des maladies pour lesquelles il n'existe aucune solution, la notion du temps pour le patient est évidemment plus importante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point du diagnostic. Ça va profondément changer la manière dont un diagnostic peut être posé, même si, in fine, il sera peut-être confirmé par un médecin qui prendra l'autorité d'annoncer le diagnostic à son patient et de lui mettre une conduite thérapeutique adaptée. Mais on a évoqué le fait les problèmes des maladies rares. Par définition, elles sont rares, et donc un médecin devra attendre une très longue période de sa vie professionnelle avant de rencontrer un certain nombre de patients. Et le fait qu'on puisse avoir une capacité d'observer ces maladies rares à travers des outils prédictifs utilisés, que ce soit pour préparer un marathon, que ce soit dans une visite médicale à l'école, au travail ou ailleurs, on va pouvoir mieux comprendre les maladies et tous les facteurs de vulnérabilité des patients. Donc ça va complètement changer l'approche du diagnostic, même si l'acteur final qui donnera la confirmation, même si elle a été établie par des outils prédictifs, peut rester évidemment le médecin. Alors, justement, sur ce point-là, vous avez pris soin de prononcer la phrase avec un pronom non défini, on va avoir besoin de moins de médecins. Enfin, en tout cas, le médecin va jouer un rôle différent et peut-être qu'on aura, dans un certain nombre de cas de figure, pas besoin du médecin dans la fonction actuelle. Alors, je ne parle pas du nombre d'emplois ou de médecins, hein, mais juste de la fonction et de son rôle. Alors, pour moi, 2 choses pour répondre à cette question. D'abord, je pense qu'un médecin est là pour prendre en charge la santé d'un patient d'abord, avant même qu'il ne soit malade, et puis ensuite d'un malade, et de l'amener jusqu'à la guérison, autant que faire se peut, et en tout cas lui mettre à disposition le meilleur traitement qui lui garantira les meilleures conditions de vie. Et donc, le métier du médecin peut évoluer au gré de la connaissance. D'abord, la connaissance du diagnostic, la connaissance des solutions. Et ce n'est pas parce qu'on évite l'hospitalisation qu'on arrête d'être médecin. Ce n'est pas parce qu'on a un diagnostic 5-10 ans plus tôt dans le diabète, dans les maladies dégénératives, qu'on arrête d'être médecin. Donc, je pense qu'on sera toujours médecin à partir du moment où on soigne les gens, mais peut-être qu'on les soignera avec des compétences qui auront évolué, peut-être moins sur le diagnostic, parce qu'il y aura des compétences, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans la biologie. Aujourd'hui, on fait une prise de sang, on rentre ça dans un automate qui nous donne aussi beaucoup d'indicateurs. Donc ce ne sera pas par l'établissement de la connaissance, mais ce sera par l'utilisation de la connaissance que le médecin restera un médecin. On parle beaucoup de médecine prédictive. On est là vraiment dans une capacité plus prédictive de la médecine avec l'intelligence artificielle. Pas encore. Je dirais que le prédictif, c'est la partie qui est quand même vraiment difficile dans l'équation.
pour une raison qui est la raison de la collecte de données. En fait, c'est un problème de collecte. Si on essaye d'améliorer l'état du diagnostic tel qu'il est fait aujourd'hui, on peut prendre des bases de données ou, entre guillemets, se plugger sur un flot de travail déjà existant dans un hôpital, dans un service d'urgence, dans un cabinet de médecine générale, et récupérer ces données. Si on part sur du prédictif, on essaie de répondre normalement à des questions nouvelles, donc d'essayer de construire des nouvelles bases de données. Je vais vous donner un exemple très simple. Mettons que je veuille utiliser un t-shirt, ce t-shirt qui analyse de l'ECG, que je veuille développer un produit qui va pouvoir prédire si un jogger va avoir un arrêt cardiaque dans les 15 minutes. Et donc je veuille faire ça. Alors conceptuellement, ça paraît super. Je pense que si on faisait le t-shirt qui prédit l'arrêt cardiaque dans les 15 minutes, on aurait un succès commercial. Enfin, j'en fais l'hypothèse. Ça pose quand même plusieurs problèmes dans le développement de la technologie. Étant donné que la machine aujourd'hui, d'un point de vue uniquement de l'intelligence artificielle, apprend à partir d'observations pour pouvoir collecter ces données, il faudra d'abord mettre les t-shirts sur des patients qui n'ont pas encore fait leur arrêt cardiaque et d'une certaine façon attendre qu'ils en fassent un pour qu'on puisse observer la donnée. Donc déjà, cette collecte de données pose problème. Ensuite, mais mettons qu'on y arrive. Mettons qu'on trouve des gens vraiment fanas du projet, ou qu'on arrive à se mettre sur des programmes de recherche, ou que la collecte de données devienne passive à un point où ce ne soit pas du t-shirt, mais votre Fitbit, par exemple, qui porte cette information, et que finalement, de manière relativement passive, sans devoir induire de projets spéciaux, on arrive à le collecter. Le deuxième problème qui se pose, donc ça c'est le problème de la faisabilité technique du diagnostic, de la prédiction, qui répond à votre question. Maintenant, je vais étendre la réponse à est-ce que si on va sur du prédictif, on ne va pas avoir un effet potentiellement contre-productif sur le système de santé? Mettons que j'arrive à développer ce t-shirt, à développer cette technologie. Je suis donc en possession de commercialiser, en capacité de commercialiser un t-shirt qui va prédire que dans 15 minutes, un jogger va faire un arrêt cardiaque sous la condition qu'il ne s'arrête pas de courir. Si je fais ça, que je commence à le commercialiser de manière un petit peu massive, et que je commence à détecter des alertes, je vais avoir plusieurs problèmes. C'est que je vais envoyer du coup une alerte au patient, il y a de bonnes chances qu'il s'arrête de courir. Est-ce que j'envoie une ambulance ou pas? Est-ce que s'il s'arrête de courir, il va quand même faire un arrêt cardiaque ou pas? S'il ne le fait pas, j'ai dérouté une ambulance qui du coup ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui potentiellement est vraiment malade. Et d'autre part, si le patient ne fait pas son infarctus, il va se dire que je l'ai dérangé pour rien. Et potentiellement, la fois d'après, sur son prochain jogging, il ne va pas écouter mon alerte et il va quand même faire son arrêt cardiaque. Et là, tout le monde va dire que mon t-shirt ne marche pas. Donc, dans la pratique, il y a un vrai sujet sur le prédictif de la collecte de la donnée et de l'inscription de l'innovation dans le flot médical tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est prêt à recevoir cette innovation? Et honnêtement, on en est encore, pour toutes ces raisons-là, relativement loin. Et je n'ai même pas encore abordé le sujet réglementaire. Okay. Guillemette Picard, sur le changement de règles ou de rôle, peut-être ce que l'on dit souvent, c'est que ça va améliorer, fluidifier la relation entre les différents acteurs. Je pense effectivement qu'il faut différencier deux échelles de temps. Et la première, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est faisons déjà bien mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez tous eu une expérience avec quelle que soit la mutuelle que vous avez, qui aurait pu se passer beaucoup mieux. Et on n'est pas exempt chez Allianz de cette situation. Donc faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, ça veut dire... aujourd'hui, on a des assurés qui, avant, étaient obligés de sortir dans la rue pour appeler un taxi, puis ils l'ont appelé, et puis maintenant font Uber ou un autre pour que ça aille extrêmement vite. Donc on a une relation client qui, pour toutes les entreprises et dans tous les secteurs, a fondamentalement changé. Qu'est-ce qui se passe pour le patient assuré ou pour l'assuré santé? Rien. Jusque-là, il n'a rien vu changer. Et il est urgent qu'on s'adapte à ces nouveaux usages, à cette nouvelle façon de penser, et qu'on soit en capacité de répondre de façon la plus customisée et la plus immédiate possible dans le secteur de l'assurance santé, comme dans les secteurs, entre guillemets, commerciaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'IA et le Big Data va nous apporter probablement deux grands axes de réflexion sur ce sujet. Le premier, il est dans tout ce qu'on va pouvoir développer grâce au chatbot et grâce à l'IA qui est derrière. Vous devez être hospitalisé demain et vous aimeriez bien savoir qu'est-ce qui va être pris en charge par votre assurance et à quel délai. Mais vous aimeriez bien le savoir quand vous sortez de chez le médecin à 21h.
c'est-à-dire immédiatement et que ça corresponde à votre plan parce que vous n'allez pas attendre. Il n'y a pas beaucoup d'assureurs aujourd'hui qui le proposent sur le marché parce que c'est compliqué à mettre en œuvre et c'est une des choses qu'il faut absolument qu'on soit capable de mettre en œuvre pour répondre à quelque chose de très simple, sans aller sur ce qu'on décrivait tout à l'heure, mais vraiment améliorer la vie de l'assuré sur ce sujet. Et puis il y a donc toute l'IA qui pourra être déployée dans la relation au patient et faciliter sa vie, avec des grands principes qui est l'assuré doit savoir qu'il parle à une intelligence artificielle et pas à un conseiller clientèle en chat. Donc on doit être transparent sur le fait qu'il parle à un robot. Il n'y a pas de... Et puis il doit pouvoir choisir, c'est-à-dire il doit aussi accepter que effectivement il n'y a pas quelqu'un qui est disponible à 21h pour lui répondre, mais en revanche il peut également le lendemain matin appeler une vraie personne, entre guillemets, un vrai conseiller qui l'aidera sur un certain nombre de sujets, en particulier les sujets critiques. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est on est une vieille maison. On a 6 millions d'assurés aujourd'hui et on a aussi beaucoup à apprendre dans nos process internes. Et nos process internes, automatiser nos process internes, faire jouer l'intelligence artificielle dans nos process internes, c'est quand vous avez pu avoir un conseiller le lendemain matin à 9h pour lui poser votre question, et que votre conseiller, instantanément, il ait l'ensemble des éléments pour pouvoir vous répondre, quel que soit le type de question que vous avez à lui poser. Et ça suppose pour nous une organisation en interne qui combine le big data et l'intelligence artificielle. Donc la première étape pour nous sur cette technologie, et je suis désolée parce que je suis très basique par rapport au débat qui est important, c'est vraiment, faisons déjà beaucoup mieux ce que nous faisons aujourd'hui, et ces outils nous permettent vraiment de le faire. Et puis après, il y a une deuxième question qui est, quel est le rôle de l'assuré dans ce changement de paradigme ? Je suis convaincue, et c'est un rôle à construire, que l'assureur a un rôle à jouer dans la prévention. Comment il va le jouer? Comment est-ce que c'est compatible avec la réglementation et comment est-ce que c'est un choix de l'assuré, éventuellement, d'avoir une partie prévention là-dedans? Tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes, mais qui montrent bien qu'on est dans quelque chose qui se construit aujourd'hui, pour lequel on étudie un certain nombre de possibilités. Il y a aujourd'hui quelques campagnes de prévention qui commencent à exister. Il y a ce que permettra ou pas l'Internet des objets. Il y a tout ça, c'est des choses sur lesquelles l'assureur doit progressivement trouver un positionnement, et un positionnement qui doit être bon pour l'assuré et bon pour l'assureur. Et la prévention est certainement une ère dans laquelle un assureur pourra faire énormément. Alors faire mieux, deux questions. Est-ce que ce type de soins tel qu'il se propose ou se présente va être accessible à tout le monde, ou est-ce qu'on parle souvent donc d'accession aux soins à plusieurs vitesses? Et est-ce que globalement ça va faire baisser le coût de l'acte, non pas généralisé mais statistiquement, et donc permettre une meilleure médecine à des coûts inférieurs? Alors, c'est large comme question, hein, j'en conviens. Mais... C'est assez large. Alors d'abord, peut-être un premier commentaire sur la temporalité. Si je crois que l'intelligence artificielle va apporter un potentiel énorme à la recherche, au diagnostic, à la prise en charge d'un patient, et donc à sa prévention et à la bon usage des médicaments, ça ne se fait pas en un tour de main. Et donc ça va prendre plusieurs années. Et je pense que ça laisse largement le temps, même dans les scénarios les plus agressifs, de s'adapter, de réguler, et qu'en aucun cas la régulation doit contraindre l'innovation. Mais l'innovation doit s'accompagner d'une bonne régulation. Donc ça, c'est pour la temporalité. Le deuxième point sur le coût de l'acte, je crois que c'est, enfin, à mon avis, très, très précoce pour pouvoir parler de ce type d'impact. Nous, chez Sanofi, on a décidé de choisir les grands sujets sur lesquels on voulait intervenir avec le numérique et intervenir avec l'intelligence artificielle pour changer les choses. Alors, le premier point va être, par exemple, sur les maladies rares, de mettre en place un certain nombre de solutions qui permet, de diagnostiquer plus vite, d'avoir une masse d'informations beaucoup plus importante pour pouvoir aussi apprécier nos produits. Le deuxième grand sujet, ça va être tout ce qui est bon usage d'un médicament. Un médicament, vous le savez, mais j'aime le rappeler, n'est pas un produit comme tous les autres. Un médicament correspond à une maladie, un patient, un instant, et c'est le bon usage de ce médicament qui va permettre de soigner. Et si, à contrario, le mauvais usage doit prendre place, à ce moment-là, c'est réhospitalisation, c'est effets secondaires, etc., etc. Le troisième point, ça va être par exemple dans le suivi des maladies dermatologiques.
où clairement la dermato peut être un signe intéressant pour toutes les maladies de la peau, mais aussi toutes les conséquences dans le cancer, etc., etc. Et on souhaite renforcer, à travers l'intelligence artificielle, cette compréhension des maladies. Et puis enfin, un élément très important, c'est donc l'interaction médecin, patient, maladie, facteur de vulnérabilité, et même le payeur, où là, clairement, l'intelligence artificielle peut s'installer dans cette interaction et apporter aux différents acteurs, à commencer par le patient lui-même. Donc, pour répondre à votre question, et peut-être par des voies un peu détournées, est-ce que ça change le prix de l'acte? Je ne sais pas. Est-ce que ça permet d'avoir un acte plus pertinent, au meilleur moment, adapté aux patients, aux produits, à la maladie, et d'inclure tous les acteurs du système de santé? Probablement oui. Une fois encore, ça se fera, à mon avis, dans un délai suffisamment raisonnable pour que l'environnement ait le temps de s'adapter. En tout cas, je l'espère. Meilleure performance, oui. Différentiel de coût. Alors, différentiel de coût, nous, on le voit, puisque donc là, j'ai beaucoup parlé depuis le début de l'application de notre technologie sur, finalement, augmenter la précision du diagnostic. En fait, on a aussi toute une partie de notre offre qui consiste à accélérer la lecture d'examens ECG de longue durée, le monitoring cardiaque, notamment pour détecter une maladie qui s'appelle la fibrillation atriale, qui est une cause majeure d'AVC. On estime que ça cause à peu près 30% des AVC, et la prévalence de cette maladie ne dépend que de la vieillesse, donc que de l'âge. Donc plus la population vieillit, si vous ne trouvez pas les patients, plus votre courbe d'AVC augmente, ce qui n'est pas le souhaitable. En l'occurrence, l'ECG, c'est le gold standard pour détecter la fibrillation atriale. Sauf que ça peut demander du monitoring cardiaque jusqu'à 14-30 jours. Parfois même, on implante de l'ECG sous la peau et on monitore le patient pendant 3 ans. Le problème, c'est qui est-ce qui lit toutes ces données? Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet, en France par exemple, de temps de cardiologue disponible pour pouvoir lire 48-72 heures, voire 7 jours, 14 jours de données. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a un job intermédiaire qui s'appelle technicien ECG, qui est un travail d'infirmier, si vous voulez, qui a la délégation de compétences pour faire tout le pré-screening, chose qu'on n'a pas en France. Donc en France, globalement, on fait des examens de 48-72 heures, parce que de toute façon, on n'a pas le temps de lire des examens beaucoup plus longs, et que le remboursement est fait pour ça, et qu'un cardiologue est payé pareil à lire un examen de 72 heures qu'un examen de 30 jours. Et malheureusement, il n'y a pas le temps de passer des heures. Bien sûr. Aux États-Unis, vu que le marché est plus souple, vu qu'il y a ce layer intermédiaire de techniciens, ils sont déjà sur le monitoring 14-30 jours. Et globalement, ils ont montré que 72 heures, ça ne sert à rien. Enfin, dans très peu de cas pour trouver cette maladie quand elle survient par épisode. Donc nous, on a appliqué notre technologie sur la détection de cette anomalie, et on a montré qu'on arrivait à multiplier par 3 et par 10 le temps d'analyse. Donc typiquement aux États-Unis, là où il y a déjà toute une industrie du monitoring cardiaque, l'analyse avec ces entreprises qui emploient des techniciens, qui font parfois jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur de la lecture de CG, on automatise beaucoup leur business. Alors moi, j'ai pas spécialement intérêt à ce que le prix diminue, puisque je calme mon prix en fonction des économies que je fais faire à mon client. En rythme de croisière, si le prix du remboursement diminue, je deviens aussi la seule alternative viable. Donc, du point de vue d'un fournisseur d'intelligence artificielle, le prix du remboursement ou son impact, c'est un trade-off entre la valeur que je capture par acte et ma vitesse de pénétration du marché. Je pense qu'en tout état de cause, on est aujourd'hui sur des diagnostics, sur des prix de remboursement qui ont leur sens dans la chaîne complète de prise en charge du patient. Un AVC, c'est 80 000 €. Un enregistrement ECG, analyse comprise, c'est moins de 100 €. Donc je pense que même si vous multipliez par, mettons, 1,5 ou vous augmentez marginalement le remboursement pour aller plus loin, si en face vous montrez que vous empêchez des AVC, il n'y a pas spécialement de raison de diminuer l'incentive de l'industrie à faire ces actes. Donc je pense qu'il faut prendre les choses dans leur globalité à ce niveau-là. D'accord. Un petit mot, et ensuite on verra. J'aimerais juste réagir sur ce qui a été dit et compléter, parce que c'est vrai que le prix des solutions de santé, c'est toujours un sujet important. Moi qui ai passé quasiment 20 ans à l'étranger, je m'étonne toujours en France de voir, quand je suis revenu, des gens qui ont une parfaite connaissance de la valeur des solutions de santé, puisqu'ils arrivent malades, ils repartent en bonne santé de l'hôpital, ou ils vont chez le médecin, ils repartent avec une prescription adaptée d'un médecin compétent, ils vont chez le pharmacien, prennent les médicaments et n'ont encore rien déboursé. Donc ils ont une notion de la valeur, mais pas du prix. Et puis comme on est dans un système qui marche quand même pas trop mal,
en dépensant 11% du PIB, alors que nos amis américains dépensent 17%, on a un reste à charge pour les patients qui est un des plus faibles d'Europe et des indicateurs de santé qui sont quand même très positifs. Donc on a un système assez généreux, mais le payeur, lui, contrôle le coût, d'accord, par l'ONDAM chaque année. Par contre, perd parfois la contre-valeur de ce qu'on offre dans notre solution de santé. Donc je pense que ce qui est important, c'est de rappeler ce qu'est la valeur d'une solution de santé. C'est d'abord la valeur médicale, le fait de prévenir un accident cardiaque, une infection, c'est important. C'est la valeur pour le système de santé. Si grâce à une solution, qu'elle soit le fruit de l'intelligence artificielle, de la biologie ou de la médecine traditionnelle, on évite une charge au système de santé, que ce soit une hospitalisation, ben là évidemment pour le patient ça ne change pas grand-chose, entre guillemets, il est soigné, mais par contre on évite l'hôpital. Et puis ensuite, il y a la valeur, ce que j'appelle la valeur citoyenne, c'est la somme des deux premières sources de valeur, plus le fait que ces solutions, que ce soit nos chercheurs français dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a une fois encore un écosystème qui est très favorable, et puis on a une industrie sur le territoire français qui est une des plus performantes au monde. Donc c'est là où la valeur citoyenne est importante, et alors on n'est pas là pour parler de Sanofi, mais Sanofi, c'est 7 milliards de PIB générés dans notre pays, grâce à ce que l'on fait en France avec la recherche, nos usines, et grâce à ce qu'on exporte. Donc voilà des éléments à prendre en compte au-delà du prix uniquement. Très bien. Qu'est-ce qui souhaite interagir ? Alors, peut-être pour conclure cette séquence, la question du rôle entre l'assuré et l'assureur. On voit qu'avec la collecte des data, on va voir et comparer les différents comportements. Les risques également, pas forcément liés au comportement, mais liés à l'état général ou à la génétique. Est-ce que, au-delà de la mutualisation que tout le monde souhaite et qui est le principe même de l'assurance, est-ce qu'on ne va pas arriver à un certain nombre d'offres différenciées en fonction des risques, soit statistiques, soit comportementaux ? Je vais refaire la même réponse que celle que j'ai dit au début. Je comprends que ce soit une question qui revienne et qui revienne régulièrement. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Laurence, j'ai oublié son nom juste avant, qui disait on a la chance. Villiers. Voilà. Oui. Mais excusez-moi, mais si vous faites la même réponse, je vais changer ma question. Je ne vais pas faire la même réponse, je vais juste aller jusqu'au bout. D'accord. Qui disait c'est une époque incroyable où il faut saisir ces nouvelles technologies et en même temps assumer le débat sociétal et éthique. Et je crois que c'est très juste comme vision. Moi, je vous dis, oui, vous avez raison, si on est sans feu ni loi et qu'on y va sabre au clair comme des cow-boys, est-ce que technologiquement on aurait la capacité de faire ça quand on aurait collecté l'ensemble des données qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, dont vous parlez ? Peut-être que dans 12 ans, si on était des vrais cow-boys, qu'il n'y avait pas de réglementation, qu'on habitait dans un autre pays que la France, on le ferait, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je voudrais vraiment replacer le débat sur... On a cette chance incroyable d'avoir une technologie et une collecte de données qui nous permet de faire un certain nombre de choses. On doit assumer le débat sociétal et éthique, et ça n'est pas dans l'intérêt de l'assureur et de l'assuré que d'être dans une démutualisation, dans un profilage, et par ailleurs... La réglementation nous interdit un certain nombre de choses. Donc si aujourd'hui on développe une direction Big Data et IA dans une assurance comme Allianz, c'est pour l'ensemble des autres choses que ces technologies permettent. Et vraiment, elle permet aujourd'hui de mieux servir l'assuré. Alors on n'est pas que sur la santé, donc... et du coup, je ne vais pas vous parler des autres volets, mais sur la santé, elle permet vraiment de mieux servir l'assuré aujourd'hui et n'est pas construite pour cette... Donc on n'arrivera pas à des offres du type vous avez un risque de cancer de la prostate dans les 5 ans, faites-vous opérer de façon préventive, ou sinon on augmente la police, ou on ne vous assure plus, enfin... L'utilisation des data pour induire un comportement, soit direct, soit une offre commerciale suffisamment attractive pour qu'on s'y résolve. La question que vous posez, c'est est-ce que c'est à l'assureur de dire à quelqu'un qu'il doit se faire opérer de façon préventive parce qu'il a un vrai risque ? Je ne crois pas que ce soit à l'assureur de faire ça. Non, mais il peut faire une offre en fonction. Ça existe déjà dans les assurances automobiles, avec des data, une collecte de data relativement rudimentaire par rapport à ce qu'il est possible de faire. Au moins vous roulez, ou je sais pas, votre offre est différenciée. Donc on est déjà à un niveau de mutualisation qui commence à s'effriter. Je vais vous dire exactement ce qu'on fait dans l'assurance automobile et on pourra faire l'extrapolation. Dans l'assurance automobile, on a 20 000 conducteurs qui ont choisi ce qu'on appelle Allianz Conduite Connectée, c'est-à-dire de donner leurs données pour que leur prime décroisse, s'ils conduisent en fonction de leur usage et de la manière dont ils conduisent. C'est un choix qu'ils ont fait. Tout ce que la prime peut faire, c'est décroître, et c'est uniquement s'ils le souhaitent, parce que la réglementation ne nous permet pas d'utiliser la donnée autrement.
Non, mais je ne cherche pas à stigmatiser un assureur. C'est juste il faut imaginer les changements de comportement. Par exemple, sur la cigarette, on peut très bien imaginer, voilà, il y a des fumeurs qui souhaitent réduire leur consommation, ils vous donnent leur data, ils vont voir leur police diminuer si ils sont conformes au programme qu'ils ont mis en place. Je cherche à voir les évolutions de rapport entre les acteurs. C'est ça, je cherche pas, c'est pas l'un ou l'autre. C'est qu'il y a des tendances, d'évolution de tendances qu'il faut justement, grâce au débat public, peut-être arriver à réguler ou à éviter certains excès d'acteurs peut-être moins scrupuleux ou pour lesquels les actionnaires vont faire une pression telle. Voilà. C'est ça mes questions. C'est pas un ou l'autre acteur. Vous ne vous sentez pas agressé par mes questions? Je ne me sens pas agressée ni en tant que directrice Big Data, ni en tant qu'assureur Allianz. Je pense en revanche que c'est vraiment une question qui revient souvent et qu'il faut prendre avec courage. Et il y a un débat éthique à mener. C'est extrêmement cadré par la réglementation et ça n'est pas dans les projets aujourd'hui. D'accord, parfait. Moi, je voudrais aider comme citoyen, comme patient. Comme le citoyen. On fête les 150 ans de Marie Curie ce mois-ci, la naissance de Marie Curie. Et elle disait une phrase qui m'a beaucoup marqué. Elle disait « il n'y a rien à craindre, il y a tout à comprendre ». Je crois que l'innovation disruptive ou l'usage d'une information ou d'une technologie disruptive doit s'accompagner d'un débat sociétal, citoyen, d'une régulation. On a la chance en France d'avoir tous les acteurs dans un écosystème très compact, d'avoir une régulation déjà en place très efficiente avec le système national des données de santé, avec les codes d'éthique, etc. Donc je suis extrêmement rassuré à notre capacité à accompagner ces innovations. Et comme on le disait tout à l'heure, ce sont des innovations qui prennent un certain temps. Donc oui, potentiellement des choses comme ça peuvent être faites, mais elles seront toujours contrôlables et régulables. Donc je suis extrêmement confiant. Et puis n'oublions pas le bénéfice que cela peut apporter aux patients si on arrive à en contrôler les abus. Et c'est vrai dans la génétique, c'est vrai dans toutes les grandes innovations scientifiques. On a aussi un énorme bénéfice pour le patient et c'est ça le plus important. Ok. Grégoire Saintilly. Je fais le geste, mais en fait je m'adresse à la personne qui est derrière vous. Donc voilà. Oui. Vas-y. Non, pose ta question, sinon on va... J'avais une question pour Yann Fleureau, parce que votre parcours et votre vision sont hors normes. J'aurais voulu que vous puissiez témoigner, si vous le voulez bien, sur comment est-ce que cette idée était née chez vous de créer Cardiologues, et à votre avis, c'est quoi les prochaines étapes pour faire de vous le plus grand centre d'expertise au monde en matière de cardiologie? Bon, vaste sujet. Bon, donc monsieur, si vous laissez la conférence de Yann Fleureau, c'est maintenant, pendant une demi-heure. Oui, derrière. Alors faites 2 minutes là-dessus, je veux bien, puis on va passer à la suite. Alors moi, si vous voulez, je suis tombé dans la cardiologie un peu par hasard. Je ne suis pas cardiologue, je n'ai aucun médecin dans ma famille. Je suis ingénieur de formation, c'est un coup de cœur, on pourrait dire. Donc je suis tombé d'abord dedans par intérêt, par opportunité, en ayant justement discuté avec des médecins et en ayant été extrêmement étonné, parce que moi je ne suis pas médecin du tout, et ça m'a quand même beaucoup étonné que le CG, ça leur pose problème, parce que c'est quand même le truc de base, quoi. Et donc ça m'a un peu choqué. C'est comme ça que je suis arrivé dans ce sujet, et donc c'était uniquement au début un raisonnement intellectuel qui consistait à dire: aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de battre le champion du monde de Go. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à la faire diagnostiquer des infarctus sur de l'ECG alors que ça pose problème à l'humain? Donc ça, c'était l'intérêt intellectuel au départ. Assez rapidement, ça c'est devenu un intérêt, plus un coup de cœur, effectivement, à force de creuser justement tous les différents cas d'usage et de pouvoir voir et de comprendre les différents impacts qu'on peut avoir. L'ECG, c'est un examen qui est très intéressant parce qu'il y en a un petit peu partout dans la santé. Vous en avez en médecine générale, en médecine d'urgence, en psychiatrie, en endocrinologie, en cardiologie évidemment. Vous en avez dans le bloc, vous en avez à la maison, vous en avez aux urgences, vous en avez dans les ambulances, vous en avez chez les pompiers. Donc j'ai été voir un peu tous ces gens-là, que je ne connaissais pas du tout. Et ça nous a permis de commencer à construire une vision assez transversale de où est-ce que l'intelligence artificielle peut se développer le plus vite, avec le plus d'impact. Je pense, et donc on a un peu tout regardé, les urgences, l'hôpital, la salle d'opération, la maison. C'est un processus qui est toujours remis en question, mais la conclusion à laquelle je suis arrivé jusqu'à présent, c'est que l'endroit
qui m'intéresse aujourd'hui le plus dans le développement de cardiologues sur l'intelligence artificielle, c'est d'accompagner la transition d'une médecine ponctuelle à réaction. On arrive devant le cardiologue parce qu'on est passé par le service d'urgence ou par le médecin généraliste, dans une médecine continue. De dire, on va pouvoir continuellement mesurer des paramètres et empêcher aux patients de rentrer dans une phase aiguë, quelle qu'elle soit, un infarctus, un AVC, une décompensation d'insuffisance cardiaque. Je pense que la technologie de mesure de la donnée est là. Ce qui empêche son développement, c'est la capacité d'analyse qui va derrière. C'est exactement le problème qu'on arrive à résoudre. Et en fait, c'est un segment qui est assez intéressant en tant que... Moi, je suis un pure player software, je ne fais pas du tout d'appareil. Et c'est plus simple pour moi, en fait, de rentrer sur ce maillon-là de la chaîne de valeur, parce que tous les usages sont nouveaux. C'est un marché qui est en croissance, avec de nouveaux acteurs qui ne peuvent pas tout bien faire. Et ce sont des usages qui sont naturellement digitaux et interopérables. Alors que rentrer dans un service d'urgence, quand vous démarquez, c'est compliqué. Donc un peu pour toutes ces raisons, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que c'est là que le plus de données dans le futur va être construite, c'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier par 10 le nombre d'hôpitaux sur le territoire, donc on ne va pas multiplier par 10 le nombre d'examens dans l'hôpital. Par contre on va sûrement multiplier par 10 ou par 1000 le volume de données, ou par 1 million, 1 milliard, le volume de données qui va être collecté en dehors de l'hôpital. Et donc je pense que ça a du sens d'aller sur ce territoire-là. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte très cher, c'est les patients qui sont dans un état terrible à l'hôpital qu'on doit garder, qu'on doit refaire rentrer jusqu'à ce qu'ils décèdent, globalement. Et que l'intelligence artificielle va, en permettant de multiplier par 1 milliard la capacité d'un médecin à traiter de la donnée, va pouvoir faire rentrer la médecine dans cette ère de la médecine continue. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci de vos interventions.